Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à écouter La Petite Fonctionnaire, comédie musicale en 3 actes d'Alfred Capu et Xavier Roux, musique d'André Messager. En voici la distribution: Suzanne, Claudine Collard, Riri, Monique Stiau, Madame Lebardin, Denise Benoît, Madame Pagenel, Germaine Duclos. Les invités, Linda Felder et René Castille. C'est Aimé Donia qui sera le vicomte, Gaston Ray, Monsieur Lebardin, René Lenotti, Monsieur Pagenel, Roger Verdel, Auguste et Pierre Roy, un monsieur. Le texte de présentation est de Denise Vautrin, dit par Jacqueline Claire. Collaboration artistique, Georges Foy. Chef opérateur du son, Bernard Leroux, assisté de Césaire Latige. Les solistes, l'orchestre lyrique et les chœurs de l'Office de radiodiffusion télévision française sont placés sous la direction de Jean-Paul Créder. Mise en onde musicale et réalisation, Lucien Duchemin. En l'année 1921, Pressigny-sur-Loire est un joli village, typiquement français, avec sa grande rue commerçante, sa mairie et son école, son bureau de poste, son château et sa villa V majuscule. Le château a pour propriétaire le vicomte Edgar de Semblin, un élégant célibataire d'une trentaine d'années, sympathique et même séduisant malgré un rien de fatuité condescendante qu'il tient de son haut lignage. Quant à la villa, avec un V majuscule, car elle est la plus belle du pays, nous y pénétrons à l'heure où, le déjeuner terminé, les propriétaires et leurs invités se tiennent dans le jardin, au bord de Loire, qui, passant d'île en île, noue et dénoue au loin son long ruban moiré. Les propriétaires, Monsieur Lebardin, 50 ans, l'air maussade, et Madame Augustine Lebardin, 45 ans, une bourgeoise bien à son aise dans son confortable train-train journalier. Leurs invités, le ménage Pagenel, ami intime des Lebardins, et quelques notabilités de Pressigny-sur-Loire, le notaire et la notéresse, le médecin et sa dame, les intels, etc. On boit le café. Madame Lebardin propose d'aller voir la nouvelle installation du hall, et Lebardin reste seul avec Pagenel. Christique, la vie est triste. Je te demande un peu si tu as l'air d'un homme de 50 ans. Et de qui ai-je dans l'air? Tu as l'air d'un vieux monsieur. Et je dis 50, tu ne les as même pas. Tu crois? Tu ne te rappelles plus ton âge maintenant? Oh, quel intérêt ça a-t-il? Mais regarde-moi donc, nom d'un chien. Et j'ai un an de plus que toi. « 50 ans, c'est l'âge admirable, on peut tout faire, tout oser. Mais non, c'est l'âge inexorable où nous devons nous reposer. À 50 ans, l'expérience nous permet de toucher à tout. À que nous sert notre science si notre jeu n'a plus d'atout? À Pagenel, tu ne seras pas éternel. Pour le moment, cher Lebardin, je suis un peu là, c'est certain. À Pagenel, tu ne seras pas éternel. Pour le moment, cher Lebardin, je suis un peu là, c'est certain. Nous pouvons tromper notre femme, tous les plaisirs nous sont permis. Hélas, bien court est ton programme, tu te vantes, mon cher ami. Jamais je ne fus plus en verve, tu le vois donc pas ce ressort. Ami, que le ciel te conserve, je ne jalouse pas ton sort. À Pagenel, tu ne seras pas éternel. Pour le moment, cher Lebardin, je suis un peu là, c'est certain. À Pagenel, tu ne seras pas éternel. Pour le moment, cher Lebardin, je suis un peu là, c'est certain. Tranchons le mot, tu t'ennuies follement. Tu peux le dire que je m'ennuie. Je m'ennuie d'une façon tellement exceptionnelle que ça devient presque une distraction. Secoue-toi, morbleu. Mais que veux-tu que je fasse? La noce comme toi, ça ne m'amuserait pas. Non, je préfère jouer au billard. Oui, décidément, allons jouer au billard. Te rappelles-tu l'époque où nous songions à devenir des maîtres du barreau en faisant notre droit à Paris? Et nous sommes résignés à être de grands propriétaires fonciers à Pressigny-sur-Loire. C'est plus sûr. N'importe, nous avons fait en ce temps-là quelques joyeuses débauches. Et Louisette, te rappelles-tu Louisette? Tais-toi, je t'en prie, ne me parle jamais de Louisette. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Étais-tu assez pincé? Je t'en supplie, ne m'en parle plus, de toi cette manie. Oh, après 20 ans... Oui, après 20 ans, je ne peux pas penser à cette histoire-là sans être agacé, presque furieux. Ah, c'était des petites femmes. Elle était modiste, boulevard Saint-Michel.
C'était une modiste blonde de notre vieux quartier latin. Son unique but dans le monde était d'aimer soir et matin. Dans ce cœur vraiment innombrable, toute la rive gauche passa. Mais à moi, destin misérable, Louisette n'accorda pas ça, pas ça, pas ça. Louisette n'accorda pas ça, pas ça, pas ça. J'étais pourtant aimable et tendre, généreux, fidèle, empressé. Elle ne voulait rien entendre, je ne fus pas récompensé. Tu es pas méchant, me disait-elle, et tu me plais dans bien des cas. Mais pour le côté bagatelle, non là vraiment je ne peux pas, non là vraiment je ne peux pas. Pauvre ami, enfin console-toi, hein. Louisette est aujourd'hui une vieille dame. Oui, mais il me reste encore un petit regret d'être le seul étudiant en droit de ma génération qui n'ait pas été son amant. Oui, voici nos femmes. Et cette partie de billard? Nous commençons, ma chère. Il arrive une chose très ennuyeuse. Laquelle? C'est l'ouverture de la chasse aujourd'hui, n'est-ce pas? Je le sais. Eh bien, nous n'avons pas de gibier. Oh, c'est trop fort. Mais ne te fâche pas. Mais combien sommes-nous à dîner? Nous 4, et le vicomte de Semblin qui m'a fait l'honneur d'accepter. Le vicomte qui adore le livre à la royale. Il en aura peut-être tué un et il nous l'apportera. Ah, et puis nous avons encore de l'espoir. J'attends tout à l'heure le père Fouat, le braconnier de la sous-préfecture. Enfin, on s'arrangera. As-tu écrit au Blanchet? Alors bon, encore cette-ci? Mais non, mon ami. Non, mais voilà des années que nous sommes plus en rapport. Ce serait absurde de leur écrire. Maintenant, il est trop tard, je n'ai plus rien à leur dire. Bon, comme tu voudras. Ah, encore un mot. Oui. Ta jaquette neuve est arrivée. Ça m'est égal. Elle est dans ta chambre, tu me feras le plaisir de la mettre pour dîner et d'enlever cette vieille redingote. Cette redingote est très bien, n'insiste pas. Allons faire notre partie de billard. J'ai bien, mon Oui, je t'expliquerai. Vous voulez me faire croire que vous avez encore affaire à Paris cette semaine? Je t'expliquerai. Nous verrons cette belle explication. Allez jouer au billard en attendant. Nous verrons, mon petit ami, nous verrons. Vous voilà dans tous vos états parce que votre mari vous quitte 24 heures. Il va à Paris et je sais ce qu'il va y faire à Paris tous les mois. Mais quelle folie! Ce qui me console, c'est que ça ne durera pas, d'après ce que dit le docteur. Il commence à être couvert de rhumatisme. Eh bien, mesdames, que complotiez-vous là? Oh, rien de grave, chère madame, nous parlions de la nouvelle receveuse des postes. Oui, Madame Broquet l'ont remplacée. Et vous savez par qui elle est remplacée? Mais non. Par une petite Parisienne de 25 à 26 ans. Plutôt jolie, mais je ne vous dis que ça, ma chère. Il n'y a pas une jeune fille dans tout Pressigny habillée comme ça. C'est inouï. Je l'ai rencontrée dans la grande rue. Elle a l'air d'une petite effrontée. Elle m'a regardée comme si elle n'avait fait que ça toute sa vie. Ah, nous vivons à une drôle d'époque. Eh bien, qu'est-ce que vous dites de tout ça? Moi, ça ne me paraît pas bien extraordinaire, pourvu qu'elle fasse son service. Je crois qu'elle fera tout ce qu'on voudra, si vous voulez mon opinion. Encore une qui va alimenter les potins de Pressigny. Cet après-midi, ne conviendrait-il pas de compter les ondits de notre humble bourgade? Songez que deux potins toujours valent mieux qu'un. Allons, madame, à vous l'honneur, et que chacun en prenne pour son grade. Savez-vous que le percepteur avec la femme du docteur ont été vus l'autre dimanche au carrefour de la Croix-Blanche? C'est le madame de Pressigny. C'est le madame de Pressigny. Savez-vous que le sacristain fut rencontré l'autre matin avec la fille du dentiste et je ne sais rien d'aussi triste. C'est le madame de Pressigny. Après les avoir bien épiés, j'ai vu de superbes pompiers embrasser la même vache. Quel spectacle étrange, ma chère! On dit que monsieur le curé, hélas le fait est avéré, cédant à son humeur gourmande, vendredi mangea de la viande. Il paraît que Madame B doit avoir bientôt un bébé et son mari, bonté divine, est depuis 18 mois en Chine.
À propos, est-ce que le vicomte ne doit pas se marier? Le bruit court qu'il doit épouser une jeune veuve qui a déjà fait beaucoup parler d'elle. Je crois bien que le vicomte n'épousera pas une femme de tourpeau et qu'il s'en repentira. Quand on épouse une veuve, il faut s'attendre à avoir des regrets éternels. Nous allons l'interroger car le voici. Bonjour, bonjour, bonjour. Interrogez-moi sans détour. Mais serait-ce qu'un bavardage? Quoi donc? Mais il n'est bruit dans Pressigny que de votre mariage. M'interroger n'est pas manquer de tact. Le fait d'ailleurs est fort exact. Mon Dieu, mesdames, je l'avoue, sans me faire beaucoup prier, je dois bientôt me marier. C'est un coup de dé que je joue. Je suis un fiancé peu fixé, un fiancé peu fixé. Est-ce que j'aimerais ma femme ou bien ne l'aimerais-je pas? Je suis dans un grand embarras pour vous exposer mon programme. Je suis un fiancé peu fixé, un fiancé peu fixé. Comment finira l'aventure? Bien franchement, je n'en sais rien. Peut-être mal, peut-être bien, je m'en remets à la nature. Je suis un fiancé peu fixé, un fiancé peu fixé. Mais comme je tiens à vous plaire, interrogez-moi dans 3 mois. Je vous répondrai cette fois, car je serai, la chose est claire, un mari bien fixé, très fixé, un mari bien fixé, très fixé, car je serai, la chose est claire, un mari bien fixé, très fixé. Permettez-nous de vous offrir tous nos vœux. Je les accepte. Je suis très fataliste. Ce qui doit arriver arrivera. Oui, je dois épouser une aimable veuve. J'y suis tout disposé car je suis en âge de me marier. C'est même uniquement pour cela que je me marie. C'est un mariage de raison. Ma fiancée est un peu folle, mais c'est quand même un mariage de raison. Madame, oui, il y a là une personne qui demande à parler à Monsieur le Bardin. Ah, elle attend devant la grille. Elle a vu ici beaucoup de monde, elle n'ose pas rentrer. Oui, voici sa carte. Merci. Suzanne Borel, receveuse des postes. La nouvelle receveuse, mais qu'elle entre. Allez prévenir mon mari. Oui, madame. Madame Le Bardin remonte jusqu'à la grille pour accueillir Suzanne Borel, qui est jeune, jolie et très féminine, malgré la correction de sa mise et de ses manières. Les invités sont impatients de la connaître. La petite fonctionnaire ayant pour toute ambition et de vous servir et de vous plaire en remplissant bien ma fonction. Pour vous je serai complaisante, accueillante, prévenante. Si quelque grand chose se fâchait, vite pour calmer sa colère, je mettrai afin de lui plaire mon plus doux sourire au guichet. Dans mon service, je ne suis pas une novice, et l'on peut se fier à moi pour ce qui touche à mon emploi. Je suis la petite fonctionnaire ayant pour toute ambition de vous servir et de vous plaire en remplissant bien ma fonction. Pour recommander une lettre, pour une dépêche à transmettre, pour l'envoi d'un colis postal, pour mettre sous bord d'un journal,
pour un appel téléphonique, pour un mandat télégraphique, pour les extraits, les imprimés, les reçus, les mots supprimés, pour épargner la longue tant aux amoureux en se restante, pour les paiements, les versements, les chargements, renseignements, pour les taxes supplémentaires, échantillons, papiers d'affaires, lettres de deuil ou billets doux, même pour un timbre à dessous. Que je sois calme ou bien nerveuse, que je sois lugubre ou joyeuse, qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, qu'on soit en décembre ou juillet. Au bon public, je suis fidèle, je veux le servir avec zèle, car je désire être avant tout, par-dessus tout et jusqu'au bout. Et le cas n'est pas ordinaire dans notre administration. Une petite fonctionnaire ayant pour toute ambition de vous servir et de vous plaire, en remplissant bien ma fonction. Mon cher ami, voici mademoiselle Suzanne Borel, notre nouvelle receveuse des postes, qui désire te parler. Madame? Nous vous laissons. Oui, Monsieur le Vicomte ira terminer avec Monsieur Pagenel la partie de billard interrompue. Quant à moi, j'emmène nos amis à la gare. Nous allons voir passer les trains. Oui, c'est une des distractions du pays. Justement, aujourd'hui, il doit passer 2 trains de plaisir. Alors à tout à l'heure. Mademoiselle. Madame? Mademoiselle. Si vous voulez. Ah, ça, par exemple, c'est inouï. Tout le portrait de Louisette en mieux, beaucoup mieux. Je vous écoute. Je veux vous dire, monsieur, plusieurs notables habitants de Pressigny et vous, entre autres, vous êtes bien monsieur le Bardin. Oui, madame. Mademoiselle. Pardon, je suis stupide d'avoir pas deviné. Ça ne fait rien. Vous avez adressé à monsieur l'inspecteur général une réclamation au sujet de madame Broquet, la receveuse des postes qui était ici avant moi. En effet, je m'y suis décidé à la longue. Madame Broquet ne faisait pas son service. J'ajouterais qu'elle devenait insupportable. Tandis que vous... Oui. Eh bien, cette réclamation signée de vous et de plusieurs de ces messieurs est de nature à lui faire le plus grand tort. Et je viens vous prier de la retirer en vous promettant à l'avenir plus de régularité dans le service et, j'ose le dire, plus de complaisance. Mais je crois bien que je vais la retirer, mais tout ce que vous voudrez... Je n'en attendais pas moins de vous en venant ici. Mais tout ce qui vous fera plaisir, tout ce qui vous fera... Oh, mais qu'est-ce qui me prend à moi? J'ai l'intention d'établir à Pressigny un certain nombre de réformes qui obtiendront, j'espère, l'approbation générale. Oui, oui. Ce qui m'arrive est extraordinaire. Dorénavant, le dimanche, à Pressigny, on pourra expédier des télégrammes jusqu'à 3h30, au lieu de 3h. Oh, c'est admirable. Admirable. Et même quand on arrivera à 3h35, je suppose... On ne vous fermera pas la porte au nez comme faisait la mère Broquet. Tout juste. Ben, voilà ce que j'appelle une réforme. Il y en a d'autres. J'ai obtenu une seconde distribution pour les journaux. Une seconde distribution? Oui. C'est magnifique, magnifique. Alors, je peux espérer que vous écrirez à monsieur l'inspecteur? Et quand le désirez-vous? Le plus tôt possible. Mais cela va être fait, je vais vous donner ça, le temps d'aller écrire la lettre à mon bureau. Je l'enverrai chercher ce soir. Ah non, 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 vous allez l'attendre. Je veux que vous l'attendiez. J'y tiens absolument. Le vicomte que voici vous tiendra compagnie un moment. Justement, il a signé la réclamation avec moi. Il signera le contraire, je vous le promets. Quelle réclamation? Mon cher vicomte, permettez-moi de vous présenter notre nouvelle receveuse et soyez assez aimable pour lui tenir compagnie, je reviens dans un instant. Elle est exquise. Ah ah, la nouvelle receveuse. Voilà qui est parfait. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Elle est charmante, tout à fait charmante. Bonne joue, bien fraîche. Et là, monsieur, tout doux, pour qui me prenez-vous? Dans ce geste amical, je pense que vous ne voyez pas d'offense. Oh, vraiment, vous êtes bien beau. Je vous prie de changer de ton. Sachez qu'on ne joue pas avec ma joue. Allons, ne faites pas l'amour, je respecterai votre joue. On ne joue pas avec ma joue, on ne joue avec votre joue.
jeune employé des postes et des télégraphes, excusez-moi si j'ai fait une gaffe, et pour me pardonner, donnez-moi votre main. Aujourd'hui non, mais peut-être demain. Vous êtes une jeune fille très bien. À l'avenir, soyez plus sage, ma parole d'honneur. Vous croyez au Moyen-Âge, mon ton galant seigneur. En voyant votre frais visage, ma parole d'honneur. En voyant votre frais visage, je regrette le Moyen-Âge. Je regrette le Moyen-Âge. Mon ton galant seigneur. Mon ton galant seigneur. Tout change, morbleu, tout change. Ainsi, autrefois, une personne dans votre condition, on lui tapotait sur les joues, ça ne tirait pas à conséquence. Aujourd'hui, on est immédiatement remis à sa place. Et c'est bien fait. Oh. Si, vous avez bien fait. Vous appartenez à cette nouvelle génération de femmes qui n'aiment pas qu'on leur manque de respect. Plus de rancune, alors? Plus la moindre. La paix? La paix. Retour de Lebardin, rasé de frère, rajeuni, transformé, dans une jaquette neuve. Il tient à la main une lettre ouverte qu'il présente à Suzanne. Voici, mademoiselle, et vous pouvez lire, c'est la lettre en question. Ah, ça, mais je ne vous reconnaissais pas, mon cher ami. Dites-moi, vous allez signer aussi? Signer quoi? Mais cette lettre? Ne me refusez pas ça. C'est mademoiselle qui vous le demande. Dans ce cas, je signe, et je signe des deux mains. Mais deux mains ne suffisent pas. Il faut aussi un porte-plume. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour écrire dans le petit salon. Vous y trouverez aussi Pagenel, que je vous prie de bien vouloir m'envoyer. J'accompagnerai monsieur le vicomte, si vous le permettez. Je vais demander à monsieur Pagenel de me donner aussi sa signature. Il ne me la refusera pas. Tout le monde est si gentil pour moi ici. Si gentil. À la bonne heure. Sauf vous, naturellement. Ce qui m'arrive est incompréhensible. C'est inouï. C'est positivement inouï. Il y a une heure, la vie me semblait sombre, morte. À présent, elle me paraît lumineuse. Ah, mon ami, mon cher Pagenel. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Je suis amoureux. Je suis amoureux follement. Hein, quoi? Ressemble-t-elle assez à Louisette? C'est Louisette à 20 ans. Mais qui? Mais mademoiselle Borel, Suzanne Borel. Comment? C'est d'elle que tu es? Oui. Oh, par exemple. Ah, je l'adore, mon ami, je l'adore. Ce serait grave si c'était vrai. Heureusement, ça n'est pas vrai. Je ne suis pas amoureux? Non. Tu as 20 ans de fidélité. C'est tout ce que tu pouvais supporter. Moi, je n'ai pu supporter que 6 mois. Chacun à sa mesure. Sais-tu bien que si je trompais ma femme, ce serait la première fois? Je t'envie. Rien que l'idée de la tromper me donne des remords d'avance. Heureux homme. Moi, ça ne me fait plus rien. Et tiens, je vais peut-être t'étonner. Il me semble que si je la trompais, je l'aimerais encore davantage. Ta femme? Oui, ma femme. Mais certainement, tu l'aimerais davantage. C'est le côté moral de l'adultère du mari. Tiens, la voici ta femme. Mais qu'est-ce que tu as de changé? J'ai mis ma jaquette neuve, voilà tout. Et quelle heure est-il? 3 heures passées. 3h15, j'ai le temps. Le temps de quoi? D'envoyer une dépêche à Blanchet, parbleu. À ce vieux Blanchet, je l'ai pas vu depuis si longtemps. Oh, bah c'est pour ça qu'une lettre suffira. Mais non, une simple lettre, je n'aurais pas l'air d'y mettre de l'empressement. Oh, depuis 10 ans que tu ne penses pas à lui. Raison de plus. Mais c'est absurde. D'abord, aujourd'hui dimanche, le télégraphe ferme à 3 heures. Ah, tu crois ça, toi? Ah, oui, Eh je crois. oui. Mais il ferme à 3h30 le télégraphe maintenant. C'est admirable. Mademoiselle Suzanne. Mademoiselle Suzanne. Que me veut-on? Que me veut-on? Répondez à ma question, chère demoiselle et amie. Jusqu'à 3h30, puis-je pas télégraphier? Je puis vous le certifier. Je puis vous le certifier. Vous le voyez, plus aucun doute, au bureau je vais de ce pas. Voulez-vous accepter mon bras? Nous ferons ensemble la route. Je l'accepte sans aucun doute, mais non pas sans quelque embarras. Confuse d'être à votre bras pour faire ensemble cette route. Nous ferons ensemble la route. Voulez-vous accepter mon bras? Mon pauvre ami, tu deviens fou. Il prend feu comme de l'amadou. Il est fou. Je n'y comprends rien du tout. Mon vieux Lebardin exagère. Sa conduite est vraiment légère.
Mais que veut dire tout ceci? Car doit être éclairci. Vous ne voyez plus aucun doute, au bureau je vais de ce pas. Voulez-vous accepter mon bras? Nous ferons ensemble la route. Je l'accepte sans aucun doute, mais non pas sans quelque embarras. Pour faire ensemble la route, confuse d'être à votre bras. Excusez-moi, mademoiselle, peut-être j'abuse de vous. Non, non, je vous dois tout mon zèle, ainsi que je le dois à tous. Je suis la petite fonctionnaire ayant pour toute ambition et de vous servir et de vous plaire en remplissant bien ma fonction. Pour vous je serai complaisante, accueillante, prévenante. Si quelque grèche se fâchait, vite pour calmer sa colère, je m'aiderai afin de lui plaire. Mon plus doux sourire au guichet. Je suis la petite fonctionnaire ayant pour toute ambition de vous servir et de vous plaire en remplissant bien ma fonction. C'est la petite fonctionnaire ayant pour toute ambition de vous servir et de vous plaire en remplissant bien ses fonctions. Ce premier télégramme, envoyé un beau dimanche à 15h15, a été le point de départ pour le Bardin de multiples opérations postales dont l'ami Blanchet, opportunément exhumé de l'oubli, a fréquemment été le prétexte. Le bureau de poste de Pressigny-sur-Loire est évidemment fort plaisant. Derrière le guichet numéro 1 règne la délicieuse Suzanne, et le guichet numéro 2 n'est pas mal décoré non plus par la charmante frimousse de l'employée adjointe, mademoiselle Henriette, dite Riri. Cette jeune personne est en ce moment submergée par un groupe impatient qui se presse devant son guichet, consacré, entre autres choses, à la poste restante. Est-ce que la levée est faite? N'avez-vous rien pour acheter? Rien, cher monsieur, je le regrette. Comme il avait été conservé, comme il avait conservé. Ayez la bonté de me remettre, mademoiselle, mon courrier. Madame, et voici 22 lettres. 22 lettres, cela indique son métier. Poste, restante, au mystère est bien décevant. Parfois rêver à longue attente, on partage un peu devant. On pardonne les différences, et l'on dit que l'on s'en fichait. Pourtant, malgré la longue attente, on partage un peu devant. Est-ce que le téléphone sera libre bientôt? Vous avez le numéro 3, monsieur Pagenel. Dans un petit quart d'heure, alors. C'est bon, je vais revenir. C'est ça. Bonjour, mon cher vicomte. Bonjour, Pagenel. Dites-moi, il n'est pas trop tard pour le courrier? Vous avez tout le temps. C'est que je voudrais bien que ma sœur reçût cette lettre demain matin. Cette lettre où vous lui annoncez votre mariage avec la plus jolie personne de Pressigny. Une veuve charmante. Madame, oui, vous avez deviné. Eh bien, à bientôt, cher ami. Bonjour, mademoiselle Borel. Bonjour, monsieur le vicomte. Vous allez bien aujourd'hui? À merveille. Et vous-même? Parfaitement, je vous remercie. Nous disons un timbre à 10. Voici.
Il n'est pas venu un paquet pour moi. Quel genre de paquet? Un colis postal? Je crois, oui. Les colis postaux arrivent un peu plus tard. Dès que j'aurai le vôtre, je tâcherai de vous l'envoyer tout de suite. Non, je le prendrai en rentrant. Gardez-le-moi, vous serez bien aimable. Elle partira ce soir, hein? Votre lettre pour Paris. Soyez tranquille. De quoi riez-vous? Rue Galilée. Eh bien? Vous écrivez Galilée, elle est. Et comment doit-on écrire? Elle et eux. Jusqu'à présent, on a écrit elle et eux. Mais au fond, ça n'a pas d'importance. Mais non, j'ai fait une faute d'orthographe. Sûr, ça m'arrive continuellement. Parbleu, Galilée, elle et eux. Je m'en souviens maintenant, vous avez 1000 fois raison. Allons, au revoir. Je viens chercher mon colis postal. Au revoir, monsieur le vicomte. Bonjour, mademoiselle Riri. Votre servante, monsieur le vicomte. Il est un peu godiche, monsieur le vicomte. Je vous prie, mademoiselle Riri, de garder vos réflexions pour vous. C'est bon. Je dis que ce n'est pas mon type, voilà tout. Mademoiselle Riri, vous n'êtes qu'une petite effrontée. Mon type. En voilà une façon de parler. D'ailleurs, tous ces gens de province ne me plaisent pas beaucoup. Tu regrettes donc de m'avoir accompagnée? Non, parce que je vous aime bien. Mais avouez que le bureau de poste de la rue Lafayette était plus rigolo qu'ici. Seulement voilà, vous étiez simple employé, vous avez préféré être receveuse. Je vous ai rendu service, Riri. Vous le reconnaîtrez un jour. Oh. À Paris, vous auriez fini par mal tourner. Bon. Le bureau était toujours encombré de petits jeunes gens qui couraient après vous. Mademoiselle Riri est-elle encore là? Mademoiselle Riri, s'il vous plaît. Car on ne vous appelait plus Henriette. On vous appelait Riri. Il était temps de vous arracher à ces fréquentations, Riri. Je vous assure qu'il n'était que temps. J'espère qu'en province, vous allez mieux vous conduire. Ça n'est pas bien commode. Tous les naturels de ce pays tournent autour de nous. Et puis il y a le téléphone. Ce maudit téléphone dont je suis particulièrement chargée. Eh ben, il vous donne souvent de bien mauvais exemples, le téléphone. Le téléphone? Le métier de téléphoniste est un métier assez troublant. Comprenez-moi sans que j'insiste. Et songez à ce qu'on entend, et songez à ce qu'on entend. Pour une jeune fille honnête, ce métier n'est pas sans danger. Si parfois nous perdons la tête, il convient de nous excuser. Allô, 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 allô. Oh, assez. Pour un cœur chaud, c'est très pénible, le téléphone est un péril. Quand vibre ma corde sensible, c'est que je suis au bout du fil. Quand vibre ma corde sensible, c'est que je suis au bout du fil. Or le récepteur aux oreilles, pauvre victime du devoir, j'entends mille choses pareilles qui finissent par m'émouvoir, qui finissent par m'émouvoir. Mon cerveau trotte, 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 si vous saviez tout ce qu'il voit. Un je ne sais quoi masticote, des cheveux jusqu'au bout des doigts. Allô, 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 allô. Oh, assez. Pour un cœur chaud, c'est très pénible, le téléphone est un péril. Quand vibre ma corde sensible, c'est que je suis au bout du fil. Quand vibre ma corde sensible, c'est que je suis au bout du fil, au bout du fil. Mademoiselle Riri, vous finirez très mal. Mais vous ne songez donc à ça. Que faire après Signy, à moins que l'on y songe? Et voici messieurs Pagenel et le Bardin. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, messieurs. Bonjour, mademoiselle. Votre santé est bonne, mademoiselle Suzanne? Excellente, monsieur le Bardin, je vous remercie. À propos, il y a une dépêche pour vous. Une dépêche de Blanchet, probablement. En effet. Voulez-vous la prendre? Oh, c'est pas la peine. Je sais ce qu'il y a dedans. Soyez assez aimable pour la faire porter chez moi. Bien. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Crois-tu qu'elle est jolie? Tu es absurde. Cette petite femme-là n'est pas pour toi. Tu as tort de t'acharner. Je sais bien qu'elle n'est pas pour moi. Alors?
Il n'y a pas à discuter avec ces choses-là. Il m'arrive aujourd'hui exactement la même aventure qu'il y a 20 ans avec un autre genre de femme, voilà tout. Lui as-tu parlé au moins? As-tu essayé de lui faire comprendre? Je n'ai rien essayé du tout. À quoi ça me servirait-il? À ta place, j'irai à Paris. Tiens, nous irons ensemble la semaine prochaine, si tu veux. Oui. Et nous ferons une de ces petites fêtes qui nettoient l'imagination. Voilà ce dont tu as besoin. Après quoi, tu reviendras à Pressigny et tu seras tranquille pour le reste de tes jours. Attention, ta femme. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'ai accompagné Pagenel qui avait à téléphoner au ministère. Et puis, je vais envoyer une dépêche à Blanchet. Encore? Mais pour l'inviter dimanche à déjeuner. Il y a quelque histoire là-dessous. Oh. Je vous préviens que si vous avez l'aplomb de faire la cour à la petite buraliste, comme tout l'indique, ça ne se passera pas ainsi. Bon, peux-tu croire, vraiment? Je crois ce que je veux. Je n'ai aucune confiance dans cette demoiselle. Je vous assure que mademoiselle Borel est une très honnête personne sur laquelle il n'y a rien à dire. Laissez-moi rire. Que demain, il se trouve un imbécile pour lui offrir une situation, et vous verrez ce qu'elle deviendra, l'honnêteté de mademoiselle Borel. Oh, quelle idée! Tiens, toi, t'es tout de même une bonne femme, tiens. Ah, ça, qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce que tu as? Rien, tu ne comprendrais pas. Enfin, écrivez-vous votre dépêche. Oui. Augustine, tu sais, je t'aime bien. Ben, je l'espère. Au revoir, Pagenel. Au revoir, madame Le Bardin. Ah, ça, qu'est-ce que tu as? Ah, mon ami, une idée. Une idée merveilleuse. Tu as une idée, toi? Non, pas moi. C'est ma femme qui l'a eue. À propos de quoi? À propos de mademoiselle Borel. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Que demain, il se présente un imbécile pour lui offrir une situation. Tiens, en effet, pourquoi ne te présenterais-tu pas? Justement, pourquoi ne me présenterais-je pas? Alors, je me décide. Tu as raison, morbleu, de la décision. Tu vas voir si j'en ai de la décision. Et pour commencer, je vais l'écrire. C'est ça. Et tout de suite, va-t'en. Hein? Va-t'en. Ah, écoute, mon vieux, tu es super. Va-t'en. Oui, mais tu me raconteras, hein? Je crois bien que je vais l'écrire. Je ne peux pas rester dans cet état-là, je deviendrai enragé. Au moins, comme ça, je saurai. Je saurai même tout de suite. Ah, elle va me flanquer à la porte, évidemment. Mademoiselle Suzanne Borel, Pressigny, poste restante. Amour ardent pour vous. Ferez de moi ce que vous voudrez. Vous offre situation à Paris. Bijoux, appartement délicieux, avenir assuré. Répondez immédiatement, vous en supplie. Oui, je crois que ce n'est pas la peine de signer. Ah oui, c'est très bien. Maintenant, faut-il le jeter au panier? Faut-il le lui remettre? Oh, tant pis, il faut. Mademoiselle? Monsieur? Un télégramme. Donnez. C'est un télégramme. Je le vois bien. 4, 5, 6, 7... Mais mademoiselle Suzanne Borel, c'est moi? Poste restant? Comment? Il m'envoie... Oh! Qu'est-ce qu'elle va faire, mon Dieu? Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh! 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 Mademoiselle... Monsieur? Est-ce que vous avez pris connaissance du télégramme? Parfaitement. Et alors? 53, 54... Et alors? C'est 2 francs 70, monsieur. Vous dites? Je dis que c'est 2 francs 70. Mais voici, mademoiselle, voici. Non, je vous en supplie, écoutez-moi, réfléchissez. Je vous adore et je ne vous demande rien en échange, rien. Maintenant, je sors. Réfléchissez. Eh bien, il en a du toupet. Tu as entendu, Riri? Oui, j'ai entendu. Et moi, à votre place? À ma place? Eh bien, votre place, je sais bien ce que je ferais, moi. Et que ferais-tu? Moi? Oui. J'accepterai. Oh! Parfaitement, j'accepterai. Oh, mais tu perds la tête. Il a raison, monsieur Le Bardin. Vous ne pourrez jamais rester ici. Je te prie de te taire. Vous verrez. Je sais ce que je dis. En voilà assez, Riri. Vous n'avez aucune espèce de moralité. Et je vous prie, vous entendez? Je vous prie de ne jamais plus me parler de ça. Maintenant, occupons-nous de notre ouvrage. D'abord, envoyons sa dépêche à ce monsieur, puisqu'il n'a pas voulu la prendre. Où est le gamin qui porte les dépêches? Auguste, il doit être en course. Oh, qu'est-ce que je vais faire de ces 2 francs 70? Le jeune Auguste fait son entrée. 18 ans, un gentil museau, le regard câlin. Suzanne lui remet une dépêche fermée. Tenez, Auguste,
Ce télégramme à Monsieur le Bardin. Bien, mademoiselle. Ne flânez pas en route, n'est-ce pas? Jamais, mademoiselle. Je vais voir si les colis postaux sont arrivés. Elle est partie. Nous sommes seuls. Oh, mon Auguste! Oh, Mariri, oh, Mariri, Mariri, Mariri. Chut, chut, chut. Plus bas, mon chéri. C'est bon, oui, j'ai compris. C'est bon, oui, j'ai compris. Comment faut-il que je t'embrasse? Parle vite, car le temps passe. Parle vite, car le temps passe. Chut, chut. Plus bas, mon chéri, car nous risquons d'être surpris. Nous risquons d'être surpris. Embrassez-moi tout doucement et vivement, car il faut que tu sois prudent, mon joli petit garnement. Je t'embrasse tout doucement et vivement. Mais il faut que tu sois prudent, mon joli petit garnement. Alors, à ce soir dans la grange. Oui, mon trésor. Merci, mon ange. Encore un petit baiser de grâce, et vite je quitte la place. Chut, chut, plus bas, mon chéri, car nous risquons d'être surpris. Nous risquons d'être surpris. Embrassez-moi tout doucement et vivement, car il faut que tu sois prudent, mon joli petit garnement. Je t'embrasse bien doucement et vivement. Mais je vais être prudent et j'aime tant ton garnement. Embrassons-nous tout doucement. Embrassons-nous tout doucement. Embrassons-nous tout doucement. Embrassons-nous tout doucement. Et maintenant, pars, mon Auguste. À ce soir dans la grange. Dans la grange, c'est entendu. Oh, Mariri. Là, j'étais sûre que nous finirions par être pincés. Mademoiselle, vous déshonorez l'administration des postes. C'est ce gamin. Comment? Vous n'êtes ici que depuis un mois. Ce n'est pas de ma faute, il m'embrassait de force. De force? Vous appelez ça de force? Vous me mettez dans une jolie situation. Il est impossible de garder Auguste. Oh, ça retomberait sur moi. Mais personne ne sait rien. On finira par vous pincer comme je viens de le faire. C'est impossible. Nous allons dans la grange du père Fouette. Alors Auguste est votre amant? Oh, ça oui. C'est le premier, j'espère. À peu près. Et vous allez vous marier ou moi? Avec qui? Avec Auguste. Pourquoi faire maintenant? Oh, tenez, je n'insiste pas. Vous êtes d'une inconscience qui désarme. Vous n'avez pas l'ombre de dignité et vous compromettez votre carrière. Ma chère, quand ce sera votre tour d'être amoureuse, nous verrons ce que vous ferez. Moi, amoureuse. Ma chère, vous me faites rire. Leur amour ne vous préviendra pas. Vous prenez déjà par sous leur empire s'il veut vous conduire au faux pas. On proteste, on résiste, on lutte. Et puis, tric-trac un beau matin, la plus forte irripelle sous la terre. Et sa vertu fait la culbute. Cela vous viendra, enfin vous fait les bons apôtres. L'amour vous aura, car il peut tout, le scélérat, il vous aura comme les autres. Il ne m'aura pas, je vous vois venir Bonaparte. Monsieur Cupidon peut m'ouvrir les bras, je lui dirai sans embarras, vous confondez avec une autre. Mais voyez vos yeux, votre bouche et cette taille faite autour. Vous n'avez rien d'une touche, vous êtes promise à l'amour. Et quel mal faisons-nous en somme en cédant au plus doux plaisir?
Ayons ce qu'il faut pour remplir le cœur et la main d'un brave homme. Tous ces charmes-là ne seront pas toujours les vôtres. Quelqu'un les aura, il les a pas, qu'on ne voit pas, il les aura comme les autres. Tous ces charmes-là, je parle des miens, non des vôtres. Il les aura pas, on les aura, c'est tout ce qu'on ne voit pas, on les aura moins que les autres. La bonne histoire. Vous ne resterez pas vierge toute votre vie. Voilà des expressions. Et de qui serais-je folle? Vous n'oubliez que ce détail. De qui? Sera-ce d'un paysan ou bien d'un prince? Ni de l'un ni de l'autre. Mais c'est plutôt d'un prince que d'un paysan, puisque c'est un vicomte. D'un vicomte? De quel vicomte? Comment tu veux parler oui. de monsieur de Semblin? De monsieur le vicomte Edgar de Semblin. Parfaitement. De ce Nigaud, de ce grand garçon, ignorant comme une carpe, qui ne sait seulement pas comment s'écrit Galilée. Il le sait maintenant. Vous le lui avez appris. Oh, Thierry, tu es folle. Tu es littéralement folle. Tu ne t'imagines pas les énormités que tu dis. Il n'y a qu'à vous voir quand vous lui parlez. Mais ma pauvre petite, je ne fais que me moquer de lui. Vous croyez? Quand il me parle, j'ai toujours envie de lui rironner. J'ai envie de... Vous ne savez pas de quoi vous avez envie. Eh bien, quand on ne sait pas de quoi on a envie, c'est l'amour. L'amour, dans quel trouble me voilà, pour un tout petit mot, pas plus grand que cela. Allons, Suzanne, allons, pourquoi fais-tu l'amour? Contre ce mot, en vain tu te défends. Avoue. Puissance d'amour que dans notre existence un démon vous souffle à propos. Mon cœur jadis si fier, si calme, si digne d'une blanche palme, commence à perdre le repos. Moi, l'amoureuse du vicomte, je croyais que c'était un conte, un vrai conte à dormir debout. Et je m'aperçois, non sans honte, que ce vicomte était un conte qui fait qu'on ne dort pas du tout. J'ai le souvenir d'un visage qui m'occupe plus que d'usage. C'est un souvenir persistant. Il me poursuit, il me tracasse. Je veux l'oublier, je le chasse, mais il reparaît dans l'instant. Je veux pleurer, mais je veux rire. Je veux parler, mais ne rien dire. Je suis très nerveuse en effet. C'est que je suis sous la surprise d'un mot qui me trouble et me grise et me fait un drôle d'effet. Je ne suis encore à personne, pourtant malgré moi je frissonne et je crois même que j'ai peur. J'ai chaud, j'ai froid, je perds la tête. Dans quel émoi cela vous jette? Ce qu'on appelle le bonheur. Alors oui, si l'amour consiste à sourire quand on est triste, à prendre la nuit pour le jour, à pleurer quand on est heureuse, alors oui, je suis amoureuse. Et tout cela, c'est de l'amour. Alors oui, je suis amoureuse.
Voici précisément le vicomte. Il vient chercher son colis postal. Suzanne le lui remet avec le plus tendre des sourires. Mais celui-ci s'efface bientôt, car ce colis postal contient, dit le vicomte, les faire-part de son prochain mariage. Il en a rédigé lui-même le libellé, et il en est fier. Que Suzanne l'écoute. Ce n'est pas le faire-part de tout le monde. J'ai l'honneur de vous faire part du prochain mariage du vicomte Semblin, Edgar, seigneur de haut lignage, dont les aïeux au Moyen-Âge se sont fait une place à part. La jeune femme qui l'épouse, dont plus d'une sera jalouse, s'appelle Hermance de Niseuil. Par un prélat d'Araucanie, notre union sera bénie. Je vous l'apprends, non sans orgueil. Pour annoncer cette hyménée, les cloches toute la journée carillonneront sans sursoir. On sonnera jusqu'à la brune, même pendant le clair de lune, car je me marierai le soir. C'est à minuit, dans la chapelle de mon vieux manoir qui s'appelle le château de Semblin-sous-Bois, qu'on échangera l'alliance, doux symbole de confiance, le 20e jour de ce mois. Dans la salle du connétable, grand souper par petite table, bal, cotillon, etc. Nous aurons des violonistes, des harpistes, des pianistes et des chanteurs de l'opéra. Après, c'est le mystère sur lequel il vaut mieux se taire. J'ai dit, je crois, l'essentiel, et mon cœur, ingénu et tendre, n'a plus désormais qu'à attendre la bénédiction du ciel. En attendant ce doux moment, j'ai l'honneur de vous faire part du prochain mariage du vicomte Semblin, Edgar, seigneur de haut lignage, dont les aïeux au Moyen-Âge se sont fait une place à part. Que pensez-vous de cette lettre? Elle est très bien, elle est très bien. Pardon, voulez-vous me permettre? Quoi? Vous pleurez? Non, ce n'est rien. Je n'ai pas de chagrin, je pleure. C'est que je suis nerveuse ce matin. Mais je veux connaître sur l'heure la cause de ce gros chagrin. C'est un secret, je veux le taire. Ne m'obligez pas à rougir. Tout cela cache un mystère que je voudrais approfondir. Tâchez de deviner vous-même. Oh, ce serait trop insensé. M'aimeriez-vous? Oui, je vous aime. Et vous voilà bien avancé. Quoi? Vous m'aimez? Oui, je vous aime. Je vous l'ai dit. Allez-vous-en. Mais non, car ma peine est extrême. Et me voilà triste à présent. N'en parlons plus. N'en parlons plus. C'était un rêve. C'était un espoir insensé. Est-il possible qu'il s'achève juste au moment de commencer? Quelle existence quand j'y pense. Apaisez-vous, mon cœur se fend. Quand j'y pense, quelle existence. Moi je pleure comme un enfant. Existence bien combinée.
laissant peu de place à l'ennui. Vous mon maître dans la journée, et vous mon maître dans la nuit. C'était un rêve, un joli rêve. N'en parlons plus, n'en parlons plus, n'en parlons plus. C'était un rêve, c'était un espoir insensé. Était possible qu'il s'achève juste au moment de commencer. C'était un rêve, un joli rêve, c'était un espoir insensé. C'était un rêve, c'était un joli rêve. C'était un rêve. Après un tel rêve, la réalité quotidienne semble maintenant odieuse à Suzanne. Elle veut quitter Pressigny, s'étourdir, oublier. Et elle prend la décision de changer d'existence au moment où les usagers habituels envahissent le bureau de poste, Monsieur Lebardin en tête, naturellement. Approchez, mon cher Lebardin. Mon cher Lebardin. Elle a dit mon cher Lebardin. Mais j'accours. J'ai changé d'avis. Oh, ciel. Laissez le ciel tranquille. Je viens de vous choisir comme... Comment dites-vous cela? Comme protecteur. Raquel Bada, son protecteur. Raquel Bada. Je sens que ma pauvre cervelle dans un moment doit éclater. C'est sûrement un coup de tête, et je ne vous reconnais plus. Ma décision est très nette, et vos conseils sont superflus. C'est le vicomte, Dieu me donne, qui vous a chaviré le cœur. Peut-être connaît donc Suzanne est toute sa fureur. Cher Lebardin, puisqu'ainsi l'on vous nomme, jurez d'agir toujours en gentilhomme. Est-ce que vous me donnerez tout ce que je demanderai? C'est juré, c'est juré, c'est juré. Il faudra m'obéir au doigt, à l'œil. Oui, Suzanne, ce sera mon orgueil. Je vous obéirai au doigt, je vous obéirai à l'œil. Au doigt, à l'œil, c'est son orgueil. Au doigt, à l'œil, c'est son orgueil. Je veux automobile, des robes et des bijoux, et des bibelons fragiles qui coûtent des prix fous. Il me faut des dentelles, mes peintres préférés, des manoirs et des lacs et chamarrés. Bref, dans un beau décor, je veux rouler sur l'eau. Oui, dans un beau décor, vous roulerez sur l'or. À demander encore, vous roulerez sur l'or. Il faut qu'à mon service, vous soyez toujours prêt, qu'à mon moindre caprice, vous saignez sans regret, que votre humeur charmante m'évite tout ceci. Et si je suis méchante, vous me direz merci. Il faut qu'en tout, vous soyez mon toutou. Il faut qu'en tout, vous soyez son toutou. Mais oui, pour tout, je serai son toutou. Et le plaisir me convient dans son rayon chemin. Je vais vivre ma vie et noyer mon chagrin. Suivez-moi sans réplique et sans plus de discours. L'instant psychologique est un instant très court. Le plaisir me convient dans son rayon chemin. Il faut vivre sa vie et noyer son chagrin. Suivez-moi sans réplique et sans plus de discours. L'instant psychologique est un instant très court. Adieu ma petite Riri. Auguste, je te la confie. Et tous les deux, je vous bénis. Je vous bénis.
Une semaine plus tard, Suzanne Borel est à Paris, dans ses meubles, entretenue et choyée par Le Bardin comme elle l'a voulu. Un Le Bardin contraint jusqu'à présent de rester à Pressigny-sur-Loire. Mais depuis 24 heures, enfin, il est auprès de Suzanne. Il a raconté à Madame Le Bardin que Blanchet mariait une de ses nièces et qu'il le suppliait d'être témoin. Il a emporté son habit pour plus de vraisemblance. Et cet habit lui permet ce soir d'amener Suzanne dans un grand music-hall parisien. La première personne qu'il rencontre, c'est Pagenel, qui, on le sait, vient couramment faire la noce à Paris. Mais Pagenel n'est pas le seul homme marié de Pressigny-sur-Loire à venir chercher seul des distractions dans la capitale. Le vicomte Edgar de Semblin, à peine marié depuis une semaine, passe déjà ses soirées loin du foyer conjugal, dans les lieux de plaisir. Il est vrai que sa femme s'est immédiatement révélée acariâtre et infidèle. Voilà ce que c'est que de vouloir faire un mariage de raison. On rate sa vie.